Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans La Santé en Mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche à peu près 15 à 20% des femmes. Les chiffres ne sont pas clairs. En tout cas, celles qui sont touchées souffrent énormément puisqu'il s'agit de l'endométriose. Cette maladie gynécologique chronique, souvent silencieuse, peut causer des douleurs insupportables et avoir un impact profond sur la vie personnelle, professionnelle et familiale des femmes qui en souffrent. Alors, comment diagnostiquer la maladie? Quelles sont les solutions thérapeutiques pour la traiter? Et vers qui se tourner pour ne plus être seule face à la douleur? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La Santé en Mouvement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale endométriose, nous avons le plaisir de recevoir un expert international sur le sujet puisqu'il s'agit d'Éric Petit. Alors on aurait envie de dire, Éric, que votre profession est endométriosologue, si je peux me permettre, mais on va rester sérieux. Vous êtes radiologue au groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, vous êtes fondateur et responsable du centre de l'endométriose à Saint-Joseph et vous avez notamment écrit un livre sur cette maladie intitulé « Tout sur l'endométriose, tout simplement Paris » aux éditions Odile Jacob. Alors pour commencer, parce qu'on aime bien commencer par les définitions dans la santé en mouvement, expliquez-nous très concrètement pourquoi et qu'est-ce que l'endométriose? Alors c'est effectivement une maladie gynécologique, mais pas que, parce que ça touche toutes les fonctions organiques de l'être humain, notamment de la femme en particulier, parce que chez l'homme c'est heureusement exceptionnel. C'est la femme qui a le privilège d'avoir cette maladie chronique inflammatoire, qui se développe même déjà in utero quand elle est dans le ventre de sa mère, et qui explose cliniquement avec des symptômes particuliers on va en parler après, dès les premières règles, et qui se développe tout au long de la vie, donc c'est chronique. Alors cette maladie est liée à un dysfonctionnement hormonal qui fait que, pour faire court, l'utérus se contracte de façon anormale et puissamment et de façon anarchique, donc ça fait des règles très douloureuses, mais anatomiquement ça expulse la muqueuse de l'utérus qu'on appelle endomètre, donc maladie de l'endomètre, c'est le terme d'endométriose, donc ces cellules de l'endomètre qui tapissent la cavité utérine, qui permettent un jour à la femme d'être enceinte, sont expulsées d'abord dans le muscle utérin et ensuite au-delà dans la cavité pelvienne, par les trompes avec les règles qui refluent, et donc c'est un envahissement potentiel de plein de structures anatomiques, y compris la sphère digestive et urinaire par exemple, et c'est la seule maladie qui réunit autant de symptômes divers et variés qui touchent non seulement la sphère génitale mais également digestive et urinaire particulièrement. Alors vous le dites précisément, Éric, ça touche plusieurs sphères, oui. Et une femme qui a mal ou qui a une crise parfois ne sait pas vers qui se tourner, elle peut aller voir son médecin généraliste, son gynécologue, et personne n'a forcément de réponse, donc qui faut-il aller voir? La plupart du temps, effectivement, chacun dans sa sphère ne connaît pas bien l'endométriose. C'est une maladie qui a toujours été occultée, qui existe depuis 4000 ans, qui a été sous-diagnostiquée, qu'il est toujours largement, on est toujours en deçà du diagnostic de façon considérable. On fait un sous-diagnostic permanent par non-considération de la douleur féminine. C'est-à-dire que ça n'est pas enseigné. On l'a mis à la faculté de médecine en 2020 seulement comme principe. C'est une maladie considérée comme, à l'époque, quand je me suis lancé, rarissime. On n'en verrait jamais. Sauf que c'est la maladie probablement la plus fréquente de la femme. Et donc, ça entraîne évidemment de nombreuses conséquences. Et au premier chef, évidemment, si on aborde les symptômes cardinaux, c'est-à-dire les règles douloureuses, ça peut être aussi les rapports sexuels douloureux, ça peut être des troubles digestifs importants qui sont constants, avec par exemple un ballonnement quasi constant du ventre. Ça peut être des troubles urinaires, une simple dysfonction urinaire, aller faire pipi plus souvent, avoir des brûlures quand on urine, alors qu'il n'y a pas de germes et d'infection urinaire. Donc tous ces symptômes sont perturbants parce que c'est pas l'habitude du gastro-entérologue, de l'urologue ou ainsi de suite. Et même la plupart des gynécologues ne prennent pas complètement la mesure de cette maladie, puisqu'on a toujours évalué que la femme devait être normalement douloureuse. Alors la question qu'on a envie de vous poser, à mon avis que toutes les auditrices qui écoutent ont envie de poser, est-ce qu'il y a des traitements qui fonctionnent et est-ce qu'on peut justement être accompagné très concrètement? Bien sûr. Une fois qu'on a fait un diagnostic, parce qu'on n'a pas parlé du diagnostic concret, une fois qu'on a fait, qu'on y pense, parce qu'en fait le diagnostic il se fait simplement sur les symptômes. C'est le questionnaire adapté. Quand on écoute et qu'on respecte la plainte douloureuse de la femme, on sait qu'il y a une endométriose. Moi, je le sais avant même de faire l'examen. Idéalement, qui est une échographie pelvienne endovaginale chez la femme non vierge. Sinon, c'est l'IRM pelvienne. À condition de s'y intéresser, d'aller chercher des signes d'imagerie qui sont ténus, parfois subtils, parce que la grande caractéristique de cette maladie, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'intensité anatomique de la maladie et les symptômes. Alors, dites-nous, Éric, on a envie de savoir les
traitements, très concrètement. Alors les traitements, c'est simple, c'est une maladie hormonodépendante liée à une fuite des règles. Donc le principe de base, c'est déjà d'arrêter les règles. Donc c'est un traitement hormonal ou une pilule, peu importe, on continue sans règles. On enchaîne les plaquettes de pilules en sautant la période placebo. Et donc on stoppe les règles. Quand on stoppe les règles douloureuses qui sont le plus souvent abondantes chez les jeunes femmes qui souffrent, et on arrête la maladie, la progression de la maladie. Ça ne suffit pas, parce que tous les autres symptômes, comme par exemple des rapports douloureux en profondeur ou des troubles digestifs, ça se soigne avec des compléments de soins qui sont très importants, aussi importants que la pilule, comme l'optimisation de la nutrition. Faire un équilibrage alimentaire à visée anti-inflammatoire, parce qu'il y a jusqu'à 250 intolérances alimentaires répertoriées dans cette maladie, c'est aussi important que la pilule en continu. Et donc ça, effectivement, quand on vient vous voir à l'hôpital Saint-Joseph, vous prenez en considération en fait toutes les pathologies afférentes, toutes les douleurs afférentes. Alors que ce soit l'hôpital Saint-Joseph et petit bémol, il n'y a pas que l'hôpital, c'est un réseau dont je suis président qui est largement étendu à la ville, parce que si on faisait que l'hôpital, on aurait des rendez-vous à 4 ans. Éric, une question que toutes les femmes doivent se poser, puis-je avoir un bébé si je suis atteinte d'endométriose? Bien sûr, largement. Alors ça, c'est un point très important, je ne saurais insister assez, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est endométriose qu'on ne peut pas être enceinte. La majorité des patientes qui ont une endométriose sont enceintes normalement. D'accord ? C'est quand même 70% des cas. En moyenne, il y a 30% hélas de femmes qui ont une endométriose, dans ces cas-là souvent sévères, qui ont une problématique pour être enceinte, c'est pas facile forcément. Donc on les aide en aide médicale à la procréation, avec notamment l'instrument majeur qui est la fécondation in vitro. Mais la plupart sont quand même enceintes malgré l'endométriose. C'est pas parce qu'on a beaucoup de douleurs qu'elle est grave anatomiquement et qu'on peut pas être enceinte. Ça n'existe pas. C'est le plus souvent elles sont enceintes. En vous écoutant aussi, on a le sentiment que dans le parcours de soins, il y a quand même une batterie de tests et une batterie de conseils, que ce soit la nutrition, que ce soit la radiologie. La sécurité sociale prend en charge tous les éléments de ce parcours de soins? Non, elle ne prend pas en charge tous les soins paramédicaux dont on a besoin. Par exemple, la pratique ostéopathique externe et interne auprès de kinés spécialisés n'est pas prise en charge. La nutrition, c'est pas prise en charge. Et c'est pas parce qu'on est en ALD, en maladie longue durée, que ça règle tout. Parce que ça ne règle que les soins classiques, si vous voulez, d'hospitalisation, de chirurgie, pour lesquels on a le moins besoin. Parce que maintenant, dans notre centre, par rapport à il y a 20 ans, on est passé de 40 à 10% de chirurgie, parce qu'on s'est aperçu que ça marche pas. Éric, pour conclure, 30 secondes, on a l'impression que cette maladie, en fait, elle est née de la libération de la parole, et j'ai presque envie de vous demander, est-ce qu'il y a une corrélation avec MeToo? Oui, bien sûr, ça nous a beaucoup aidé, bien sûr. On est encore loin du compte, mais ça aide, évidemment, parce que c'est la libération de la parole féminine et de la considération de sa plainte, qui jusqu'à présent a toujours été niée. Et je pense qu'il y a encore un courant négationniste franc de la maladie. Il y a encore des gens, des praticiens qui pensent que la maladie n'existe pas, que c'est surexagéré, que c'est à la mode, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est un mépris souverain de la plainte féminine, de la douleur de la femme, qui n'est pas considérée, et c'est scandaleux. Merci beaucoup, Éric Petit. Je rappelle le titre de votre livre, Tout sur l'endométriose, aux éditions Odile Jacob. Et pour continuer cette émission, une solution qui va permettre d'accompagner nombre de femmes souffrant d'endométriose. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Alliot. Charlotte, bonjour. Vous êtes Innovation Manager France chez Capgemini Engineering. Alors, on est surpris effectivement de voir que Capgemini intervient dans ce domaine-là. Et vous avez notamment développé une solution pour les femmes souffrant d'endométriose. Ça s'appelle l'Endoscore. En quoi consiste cette solution? Alors déjà, merci pour m'avoir invité à cette émission. Effectivement, Capgemini se doit d'innover au quotidien. Et on doit aller sur des sujets disruptifs, pour être toujours à la pointe de l'actualité. Et au cours d'une réunion avec des collaborateurs, on a identifié effectivement l'endométriose comme un sujet extrêmement important. Effectivement, on l'a dit, maladie invalidante qui touche une femme sur 10 et qui, le diagnostic prend entre 5 à 10 ans. Donc pour nous, effectivement, c'était inadmissible de ne pas aller sur ce sujet-là. Et c'est de là, effectivement, qu'on a développé donc Endoscore. Alors, c'est quoi l'Endoscore? Eh ben justement, j'y viens. Donc effectivement, l'idée au départ, c'était surtout donc de déterminer l'état psychologique des patientes atteintes d'endométriose. L'idée, surtout, c'était donc à la suite d'un questionnaire et d'une intelligence artificielle qui va tourner derrière, c'est de catégoriser l'état d'urgence des patientes. On va par la suite donc dresser différents profils et après leur soumettre différentes recommandations spécialisées, les soumettre à des rendez-vous prioritaires avec des médecins, leur donner des rendez-vous spécialisés avec des cliniques de la douleur auxquelles elles n'auraient pas accès, voire aussi leur donner accès par exemple à des appels avec SOS Suicide si le besoin s'en fait ressentir. J'ai envie de vous poser la question, si cette solution elle est destinée uniquement aux femmes qui sont déjà diagnostiquées, ou on pourrait aussi l'utiliser dans l'hypothèse ou dans le doute d'être atteinte d'endométriose? Alors non, du coup cette solution-là elle est vraiment
pour les femmes déjà diagnostiquées, parce qu'on sait que leur parcours est déjà difficile, long et complexe. On ne va pas encore en plus en rajouter. On n'est pas médecin non plus, donc c'est pas à nous de diagnostiquer la pathologie. L'idée vraiment, c'est de les aider une fois qu'elles ont été diagnostiquées, justement pour les aider au quotidien et leur apporter, on va dire, cette reconnaissance. Vous qui êtes dans une grande entreprise, vous avez le sentiment que la maladie est reconnue ou alors elle passe encore sous silence et il vaut mieux cacher un petit peu ces douleurs? Alors je pense que l'endométriose a été largement médiatisée ces dernières années, avec différents combats actifs de patients, différentes associations et même la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose du président Emmanuel Macron. Et je pense que de plus en plus, justement, la maladie, on en parle. Les médecins la reconnaissent également, la société la reconnaît également, et j'espère que les entreprises aussi vont le faire dans les prochaines années. Alors une grande question, est-ce que cette application est disponible, et si elle ne l'est pas encore, quand nos auditeurs pourront y avoir accès? Alors pas encore, on espère leur faire un joli cadeau de Noël et qu'elle sera disponible à la fin de l'année. Donc sur les stores, sur iOS, sur Android. On y réfléchit. Oui, ouais, très exactement. bien. On va suivre ça de près. Merci Charlotte. Merci Je rappelle que vous êtes Innovation Manager France chez Capgemini Engineering. Et parce que les pharmaciens ont également des réponses à vous apporter, je vous propose de retrouver Audrey Lecoq, associée gérante Pharmazone, pour la Minute Pharmazone. Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Pharmazone.fr présente La Minute Santé. Audrey, on est ravis de vous retrouver. Donc, comme les pharmaciens sont aussi les partenaires de la santé au quotidien, expliquez-nous quel rôle ils peuvent jouer dans l'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose. Bonjour Vanessa. Eh bien, les pharmaciens peuvent jouer un rôle notamment pour réduire l'inflammation. Ils vont avoir des produits à proposer comme l'oméga 3 ou des compléments alimentaires à base de vitamine D par exemple. Il y a des produits spécifiques qui sont disponibles sur Pharmazone qui peuvent aider les femmes plus précisément au-delà de cette gamme dont vous parlez? Oui, on va travailler sur le bien-être au global. Par exemple, pour soulager la douleur, on peut utiliser des patchs chauffants, des huiles essentielles, des tisanes. Mais on va simplement compléter et améliorer un peu la gestion de la douleur. Audrey, comment Pharmazone améliore l'accès aux soins pour les femmes atteintes d'endométriose? Eh bien, avec notre mode de livraison, puisque en fonction de la douleur que vous allez ressentir, il y a des moments c'est compliqué de se déplacer. Donc, on peut livrer à domicile, mais toujours au profit d'une pharmacie. Merci beaucoup Audrey. Merci à vous. La Minute Santé. avec Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Yasmine Kando. Yasmine, vous êtes présidente de l'association Endo France. On est ravis de vous avoir en plateau. Yasmine, comme toute association, vous portez un message et vous avez une forme de militantisme. Quelles sont les causes que vous défendez pour ces femmes atteintes d'endométriose? Eh bien, tout d'abord, le droit à l'information et le droit à avoir accès à des soins pour les aider à vivre au mieux avec leur maladie. Nous avons 3 missions principales au sein de l'association: soutenir, informer, agir. On va donc soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, informer le public sur la maladie et agir avec les professionnels de santé et les pouvoirs publics pour améliorer ce parcours de soins. Quand vous dites informer, vous avez le sentiment aujourd'hui que les jeunes femmes n'osent pas revendiquer leur maladie ou alors l'exprimer vis-à-vis du professionnel de santé? C'est quoi le fond du problème? C'est toujours difficile, elles ne se sentent pas encore assez entendues, écoutées dans leurs mots, et elles ont besoin effectivement de soutien et puis d'être orientées vers des professionnels qui justement sauront les écouter. D'ailleurs, en 2022, l'endométriose a été portée comme cause nationale. Ça a eu un véritable impact, ça a fait progresser les choses dans le débat et dans la reconnaissance. Mais j'y crois fermement, ça faisait plus de 20 ans que notre association luttait pour cela, c'est ce qu'on voulait depuis plus de 20 ans, une reconnaissance au plus haut niveau de l'État. Et effectivement, on suit activement la mise en œuvre de cette stratégie qui déjà permet de mettre en place des filières de soins dédiées à l'endométriose sur tout le territoire, qui va faciliter l'accès aux soins pour les personnes malades, et j'en suis convaincue qui va réduire cette errance médicale qu'on a connue. Alors expliquez-nous très concrètement, une patiente qui soit frappe à votre porte, soit alors va avoir un professionnel de santé, quel type d'action spécifique l'association va mettre en place pour les sensibiliser et surtout les accompagner dans ce parcours? Alors déjà, on va organiser des rencontres amicales, des groupes de parole, justement pour expliquer la maladie, expliquer la prise en charge, et puis être un pont entre les patientes et les médecins, justement, pour pouvoir mieux les accompagner dans ce parcours. Et puis, on va organiser des séances d'information avec des professionnels de la santé, des médecins, des conférences, pour justement délivrer une information la plus juste possible sur la maladie, en l'état des connaissances actuelles des choses. Nous avons aussi publié 2 livres qui les informent, Idées reçues sur l'endométriose et l'endométriose de Clara
Clara, qui s'adresse un peu plus aux jeunes. Et ces 2 actions phares de l'association, c'est justement d'intervenir dans les collèges et lycées pour parler des symptômes qui pourraient cacher une endométriose et intervenir dans les entreprises justement pour voir comment on peut concilier vie professionnelle et endométriose et trouver des leviers d'action pour pouvoir se maintenir dans l'emploi malgré une endométriose. Alors je rebondis sur le mot idée reçue justement du livre. Partagez-nous 2 ou 3 idées reçues que vous allez justement dégommer grâce à cette émission. Celle qu'on a souvent entendue, c'est la grossesse guérit l'endométriose, ou alors il n'y a que la chirurgie qui peut m'aider dans l'endométriose. Alors il y a de plus en plus d'hommes qui sont également impliqués dans les sensibilisations. Comment percevez-vous leur rôle dans cette lutte? Est-ce qu'ils le reconnaissent? Est-ce qu'ils sont un petit peu distanciés? Quel est le rapport de l'homme à cette pathologie? Ça fait quelques années qu'on voit arriver des conjoints, des papas, des frères dans nos groupes de parole ou dans nos conférences qui posent beaucoup de questions. Quand on intervient dans les collèges et lycées, on se rend compte que ce sont les garçons qui sont presque le plus attentifs et qui posent des questions. Donc on trouve ça génial parce qu'ils ont un vrai rôle à partager. D'abord celui peut-être de conjoint ou celui de personne qui vit la maladie au travers d'une sœur ou d'une maman. Et c'est aussi pour ça qu'on était très fiers d'accueillir Thomas Ramos, le joueur de rugby, comme parrain dans l'association, qui lui accompagne sa femme atteinte d'endométriose et est là pour porter la voix des conjointes, des conjoints, puisque c'est le principal soutien d'une personne atteinte. Charlotte parlait tout à l'heure des femmes dans l'entreprise qui n'osent pas forcément évoquer leur pathologie. Vous, vu de votre fenêtre aussi, c'est quelque chose d'honteux, la femme ne doit pas souffrir ou alors elle souffre en silence, elle est plus résiliente. C'est quoi un petit peu le profil des femmes qui ont cette pathologie et comment elles l'expriment ou pas? C'est assez varié. Il y a celles qui vont oser le dire parce qu'elles ont ce tempérament-là. Et puis, il y a celles qui vont juger que les symptômes sont honteux et ne vont pas oser s'ouvrir à leur hiérarchie ou à leurs collègues. Ce qu'on sait, c'est que grâce à une enquête qu'on a menée, c'est qu'il y a 65% des femmes qui disent qu'elles sont gênées dans leur quotidien professionnel à cause de l'impact de l'endométriose et que elles sont 64% à avoir osé dire leur endométriose au travail et elles n'ont obtenu une écoute attentive que dans 25% des cas, ce qui est très peu finalement. Alors j'ai une question, que ce soit aussi bien pour Eric ou pour vous, vous encouragez au dépistage, qui est tout à fait normal. On a 20% aujourd'hui à peu près de cas dépistés et apparemment il y en a beaucoup plus. Cette prise en charge va demander beaucoup de moyens. Comment on va réussir à rééquilibrer une fois de plus cette dépense qui sera peut-être plutôt un investissement pour le futur? Et c'est un des espoirs d'ailleurs du test salivaire, endotest, mis en place par Endosewing, et qui est en protocole innovation à l'HAS qu'on va utiliser prochainement sur des femmes qui ont les symptômes caractéristiques de la maladie sur lesquels, je rappelle, là-dessus, on fait déjà le diagnostic, mais il faut le confirmer, le valider, et donc cet endotest sera à disposition des patientes qui ont des signes cliniques et qui font penser à l'endométriose et qui ont une imagerie dite négative, qui est encore, hélas, trop souvent le cas parce que c'est sous-interprété par manque de connaissances et d'appréciation correcte des symptômes cliniques. Éric, vous qui voyez plusieurs centaines ou de milliers de femmes par an, il y a toujours ce problème culturel, on va dire, de s'exprimer sur sa douleur, sur des choses qui sont intimes. Les lignes sont en train de bouger ou il y a encore beaucoup de travail à faire? Il y a encore beaucoup de travail parce que c'est encore sous-négativé, c'est-à-dire que la parole douloureuse de la femme n'est pas encore entendue à la hauteur de ce qu'elle devrait être, puisqu'on le néglige, on le banalise, y compris souvent par la femme elle-même qui vit dans ce contexte socio-historique culturel depuis 4000 ans, comme quoi elle est censée souffrir normalement. Et vous voulez dire qu'un médecin femme qui écoute un médecin femme risque, comme un médecin homme, de banaliser un petit peu cette souffrance? Oui, absolument. D'accord. Allez, 3 messages essentiels pour nos auditrices et peut-être nos auditeurs également. Ouais. Éric, Yasmine, Charlotte? Moi, je dirais qu'il existe des solutions aujourd'hui quand même pour accompagner l'endométriose et mieux vivre avec. Donc, elles n'hésitent pas à contacter les bénévoles de l'association. On va les aider aussi. Et puis, on peut intervenir dans leurs entreprises pour parler à la fois aux salariés et aux managers de la difficulté de l'endométriose sur le quotidien professionnel. De plus en plus, ça avance quand même dans ce sens-là, même si je trouve que c'est encore trop lent. Mais on va y arriver avec les associations de patientes. Tout le monde y travaille. On est tous impliqués ici autour de cette table dans cette affaire-là. Et il y a même aussi des start-up qui émergent comme Liv, qu'on n'a pas cité, mais qui est une excellente application numérique d'accompagnement des patientes qui les écoute, qui les aide avec le corps médical le plus motivé quand on peut y arriver. Et je pense que l'avenir est radieux malgré tout.
Eric, Charlotte, Yasmine, merci beaucoup pour cette émission engagée. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez l'émission en podcast et sur l'application Sud Radio dès à présent. Pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.